En ce moment, et en vue de la liste de naissances que je prépare pour l'arrivée de mon petit garçon en avril, je suis constamment à la recherche de jolis cadeaux personnalisés et originaux. Et quand j'ai découvert le concept des 100 vœux, mon cœur a fait boum. Les 100 vœux, c'est une idée issue d'une tradition chinoise qui consiste à créer une couverture faite à partir de morceaux de tissu offerts par la famille et les amis et pour lesquels chacun a formulé un vœu de protection. C'est symbolique. C'est super joli et c'est made in France. Des merveilles confectionnées à 100% avec du coton chaud et moelleux, facilement lavables, sur lesquels j'aurai plaisir à allonger bébé et à conserver année après année. J'ai le plaisir de vous offrir un vœu pour toute nouvelle création de projet avec le code LALEA22 jusqu'au 21 janvier 2022. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je reçois Gloria Cabé sur le podcast. Si vous ne la connaissez pas encore, elle est l'étoile montante de la cuisine afro-végane en France, mais aussi une femme incroyable qui a transformé ses failles en véritable force. Gloria, je l'ai découverte sur une vidéo publiée sur Origine Média, dans laquelle elle parle de son enfance difficile, de sa responsabilisation très tôt, puisqu'elle s'est occupée de ses frères et sœurs dès son plus jeune âge, de ses épisodes de vie dans la rue ou à la DAS, de son contexte parental violent ou encore des viols qu'elle a subis. Au-delà de ces épreuves extrêmement marquantes et douloureuses, j'ai souhaité immédiatement lui donner la parole pour comprendre comment elle avait trouvé la force de s'en sortir et de transformer ses traumas en alliés pour la vie. On revient ainsi subtilement ensemble sur les conséquences de ce passé, sur la façon dont elle les a transformées en énergie de vie pour vivre de sa passion et atteindre ses rêves. Si vous aimez le podcast ou cet épisode en particulier, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux en nous taguant Gloria et moi. Belle écoute. Bonjour Gloria. Bonjour Laura. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour t'interviewer sur ton parcours, sur ton chemin non conventionnel pour réaliser tes rêves et pour devenir une des premières chefs ou la première chef afro-végane en France. Tu me diras, j'en ai pas vu d'autres, beaucoup d'autres à part toi. Mais voilà. Tout d'abord, je vais te poser une question très simple. D'ailleurs, je voulais te dire, j'adore ton prénom qui signifie gloire quand même. Merci. Ça a été un débat entre mes parents, entre Gloire et Victoire, mais je suis contente qu'ils aient choisi Gloria. Ah, ma fille s'appelle Victoire. Ils voulaient m'appeler Victoria, donc je suis contente de Gloria. Ouais, c'est un très joli prénom qui a beaucoup de signification finalement. Ma première question, elle est très simple. À quoi tu rêves en ce moment ? Wow. Je crois que je rêve à beaucoup de choses. En fait, c'est assez étrange parce que je vois aussi des rêves se réaliser, donc je sais plus trop où je me trouve. Mais je crois que je rêve tout simplement de continuer à vivre de mes rêves et de mes passions. Ouais. Déjà ça. Ouais. De continuer à m'épanouir via ça. Ouais, c'est vrai que ces quelques années, tu en as réalisé pas mal des rêves. Et d'ailleurs, on va en parler tout au long de cette interview. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, je m'appelle Gloria Cabé, j'ai 34 ans et je suis chef afro-végane. Je suis basée à Paris. Je dis souvent que je suis basée entre Paris, Londres et Salvador, mais à Paris surtout en ce moment depuis la pandémie. Et voilà, je suis chef afro-végane. Ouais. Très contente de l'être. Depuis combien d'années tu es chef afro-végane aujourd'hui ? Depuis 2015. 2015. Oui, depuis 2015 que je me suis lancée dans ce projet. Donc ça... Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, même si je l'ai souhaité. Mais c'est pour ça que je disais que j'étais un peu perdue entre mes rêves et la réalité. Et c'est presque effrayant des fois de voir les choses se réaliser aussi bien. Ouais, aussi vite, aussi bien. Ouais. Et c'est vrai que... Aussi conforme aussi à ce qu'on avait imaginé, parce que parfois on peut avoir un rêve un peu
pas globale, mais une idée globale de ce qu'on aimerait voir. Et puis, éventuellement, ça arrive ou pas. Exactement dans ce sens, ou alors avec des détails différents. Mais là, j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai demandé qui arrive. Et c'est très étrange. Tu l'avais vraiment rêvé? Tu avais réussi à mettre des mots sur ce qui t'arrive aujourd'hui? Écrit. Tu l'as même écrit? Je l'ai écrit, je l'ai manifesté. Oui, c'est plus que rêver, donc c'est bizarre, c'est comme envoyer une lettre au Père Noël et exactement retrouver ce que tu as demandé au pied du sapin, en temps et en heure, Ah, c'est fou. sans avoir vu le Père Noël. C'est fou. Franchement, c'est génial. On dit souvent en développement personnel qu'il faut visualiser, tu sais, les choses pour que ça arrive. Et toi, t'en es la preuve finalement. Tu l'as. C'est ça. C'est vrai que je me suis aussi beaucoup servi de ces méthodes pour pouvoir établir et organiser mes projets aussi. Mais parfois, on peut lire beaucoup sur ces sujets et puis pour autant, on peut pas palper en fait. C'est abstrait. Ça reste abstrait et puis ça reste aussi de l'ordre de notre propre réalité aussi. Ouais. Et justement, toi, il t'est arrivé tout ça. Tout le monde mérite des belles choses, mais souvent, quand on a un passé difficile, une enfance difficile, c'est encore plus beau. Et c'est encore... J'aime bien... Enfin, moi, quand j'ai pensé à toi, quand j'ai préparé l'interview, j'avais un peu le phénix qui renaît de ses cendres, tu sais, qui m'apparaissait. Un peu, tu vois, cette Gloria qui sort et qui revient un peu de loin. Et justement, j'ai envie qu'on parle de ton passé. Moi, je pense sincèrement que l'enfance construit et l'adolescence construit. Peu importe son chemin de vie. Toi, dans une interview, tu dis « À mon jeune âge, je pouvais déjà gérer pas mal de choses. » Qu'est-ce que tu pouvais gérer? Très tôt, j'ai eu le sens des responsabilités de par, on va dire, la structure familiale qu'on avait, qui était un peu différente de celle qu'on peut rencontrer un peu plus généralement. Étant aussi la première fille de ma mère, j'ai cette responsabilité. Donc, assez tôt, je pense que j'avais connaissance des rôles dans une famille, ce qui est pas toujours amené ou apporté à l'enfant lorsqu'il grandit. On le laisse grandir en tant qu'enfant, peu importe sa place en fait. J'ai eu à faire face à cette réalité. Non pas qu'on a voulu me retirer mon statut d'enfant, mais ça allait avec pour moi. J'ai pas eu que l'enfance. J'ai eu l'enfance et la responsabilité. Je sais pas comment l'évoquer, mais je pense que elles sont arrivées à un moment donné comme si c'était programmé comme ça. C'est comme ça que je le visualise maintenant, mais c'est comme si de 0 à 5 ans, il y a tel stage de la vie où on découvre, on apprend, on réalise qu'on est dans ce monde. Et puis après, de 5 à 9 ans, on va à l'école, on tisse des liens, on interagit avec d'autres personnes. Et puis moi, à passer ça à 9 ans, voilà. Là maintenant que j'ai compris toutes ces étapes-là, à 9 ans, je suis passée dans un autre rôle où j'allais gérer des gens autour de moi aussi. Et tu parles de responsabilité parce que tes parents te responsabilisaient, mais pour certaines raisons ou... Je pense que oui, j'ai été responsabilisée parce que, comme je t'expliquais, la structure familiale aussi. Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Il a fallu qu'on compense, pas simplement moi, mais également mes frères. Il a fallu qu'on compense pour pouvoir s'organiser, en fait, tout simplement. Et veiller aussi les uns sur les autres. Ce qui fait que on a vu certaines situations un peu différemment que d'autres où tout le monde devait s'impliquer. Et on ne pouvait pas attendre que les parents nous donnent ça, en fait. Ouais, justement, je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais en préparant cette interview, je me suis énormément forcément renseignée sur toi et tu parles de violence dans certaines interviews. Tu parles de vivre dans la rue à un moment donné. Tu parles de la DAS. Donc, il t'est arrivé quand même beaucoup de choses. Une enfance quand même qui n'est pas forcément évidente. Moi, ce que j'avais envie de savoir là-dedans, c'est est-ce que tu pouvais revenir peut-être sur ce qui s'est passé un petit peu et comment un enfant surtout traverse cela. Je pense que, là, je vais faire une aparté. Ouais. Je pense que c'est aussi un peu compliqué pour moi de parler de ça parce qu'en plus, j'étais aussi en bas âge et la personne qui a vécu ça directement, ce n'est pas moi, c'est ma mère. Ouais. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ça, en fait. Tout ce que... je ferme la parenthèse. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir répondre à cela, en fait, ce que je vais pouvoir dire, c'est... Je crois qu'en fait, tous ces épisodes, que ce soit les déplacements forcés, d'avoir rencontré aussi
parfois les mauvaises personnes. Sur le moment, je ne me rendais pas compte de comment ça pouvait impacter ma vie 30 ans plus tard. Je ne souhaite plus du tout les regarder comme des choses négatives non plus. Parce qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis. Cependant, j'ai quand même conscience que ce n'est pas un parcours classique et que ça laisse aussi des traces. Il faut être honnête. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à un moment donné à vouloir en parler parce que y a certaines traces ou certains passages qui n'avaient pas été suffisamment abordés aussi pour entamer aussi une phase de guérison, on va dire. Je vais être à la fois reconnaissante et aussi dans la réalité de ça fait mal encore aujourd'hui, mais on décide de le traiter autrement. Et justement, non, mais c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'en parler, d'exprimer les choses. Et moi, je pense que, en effet, on peut pas forcément guérir de choses si on n'en parle pas à un moment donné, si on pose pas les mots dessus, si on raconte pas les choses. Toi, tu as été victime, voilà, de violences. Tu as été aussi victime de violences sexuelles par, tu as dit, des mauvaises fréquentations. Et c'est Camille Kouchner, en fait, qui dit « Le seul moyen d'en guérir, c'est de parler ». Et est-ce que tu confirmes ces propos ? Donc oui, tu les confirmes. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? En quoi ça te guérit de pouvoir exprimer, ok, et dire « Il s'est passé ça, et c'est ok, et maintenant, ça fait partie de moi et de qui je suis aujourd'hui ». Je pense que j'ai pas toujours été... Justement, j'ai pas évolué en ayant la communication facile. Je pense que volontairement aussi. On nous a mis dans des situations où parler, divulguer, communiquer sur certaines choses n'était pas la bonne chose à faire parce que ça pouvait nous libérer, mais en condamner d'autres. Je vais rejoindre Camille, en fait, sur ce sujet. Je pensais pendant longtemps que de garder ça en moi dans une petite case enfouie comme un tiroir qu'on n'ouvre jamais, ça n'allait pas causer de problème. Quand on pense à un tiroir qu'on n'ouvre jamais, eh bien, on perd rien. Ce qu'il y a dedans, ça reste enfermé dedans. Et puis même parfois, on l'oublie. Et puis, on l'oublie jusqu'au jour où on en a besoin. Et là, c'est le cas, en fait. J'ai besoin d'ouvrir ce tiroir à nouveau pour pouvoir avancer et littéralement tourner une page. Mais quand je parle de tourner une page, c'est pas annuler ou effacer ce qui s'est passé. C'est tourner la page de la Gloria que j'ai été à ce moment-là pour aller vers la Gloria qui m'attend, en fait, tout simplement. Je crois que, de manière générale, tous les sujets devraient être confrontés et abordés, d'autant plus ceux qui traitent des traumas, des différentes violences, ou tout simplement, en fait, du support émotionnel. J'ai pas la conviction de pouvoir, influencer des gens à pouvoir faire la même chose, mais en tout cas, je suis d'accord pour partager mon parcours et expliquer comment moi, ça m'a aidé. Aujourd'hui, d'avoir parlé il y a 10 ans, ça m'a fait du bien, et de reparler maintenant aussi, de pouvoir parler à des professionnels aussi de santé. J'en ai parlé via une plateforme publique, mais il y a aussi le travail de fond qui se fait réellement. Pour moi, de pouvoir entamer une thérapie d'une manière un peu plus sereine, parce que c'est pas la première que j'ai tenté de faire, mais cette fois-ci, en fait, je sais que je fuirai pas le siège non plus parce que je vois le côté bénéfique que ça m'apporte et j'ai déplacé mes craintes, tout simplement. Ouais, parfois on se dit on va pas en parler et puis on va oublier et en fait ça se range dans un petit tiroir. Et ça se répercute sur le corps. Toi, tu parles à un moment donné de spasmophilie, enfin de conséquences conscientes et inconscientes de ce que ça t'a eu sur ton corps. Tu parles de dépression. Comment ça s'est manifesté ? Est-ce que tu peux revenir avec moi sur un peu la prise de conscience qui a fait qu'ok, il faut que t'en parles parce que là, il y avait des choses qui te dépassaient. C'est drôle parce que justement, la spasmophilie, peut-être que ça a été l'une des meilleures alertes. Je crois que je ne regrette pas que j'ai pu passer par là. La spasmophilie, en fait, ça a été les rappels qu'il fallait que je m'occupe de moi aussi. Alors, tout simplement, aussi apprendre à être plus attentive à mon corps et toutes ces alertes. Au début, j'ai cru que je devenais folle. Au début, j'ai cru que j'avais perdu contrôle assez rapidement. Et je me disais, c'est inquiétant parce que si je perds le contrôle d'ores et déjà, alors que j'ai encore rien affronté, je ne sais pas comment je vais finir. Et puis, il a fallu d'abord apprendre à gérer ces crises, apprendre à les comprendre, apprendre à les contrôler lorsqu'elles arrivent, apprendre à prendre le dessus sur elles aussi. Ça a été beaucoup de travail mental, personnel, mais au moins, en fait, ça m'a forcé à mettre le nez dedans. Et malheureusement, ça n'a pas empêché que parfois, je n'ai pas toujours eu la force nécessaire pour
stopper ou alors apaiser mes pensées. Et alors, la porte de la dépression était juste derrière. Ça a été compliqué parce que j'ai pensé que peut-être c'était ça mon cycle et que j'avais pas d'autre solution. Peut-être que je fais partie de ces gens-là qui vont devoir vivre avec la dépression en fait. Parce que j'ai eu un parcours difficile et que je n'arrive pas à tout gérer concernant ce parcours. Et que parfois en fait, j'arrive à saturation. Et qu'il y a un moment donné dans l'année où j'ai plus d'énergie. Et quand ce moment arrive, alors je ne sais plus comment me défendre de ce qui se passe dans ma tête. Alors là, j'entre dans un joli gouffre dans lequel je vais me planquer quelques temps. Puis après... Encore aujourd'hui, en fait, tu parles actuellement? Je pense que moins maintenant, beaucoup moins maintenant, parce que j'arrive à reconnaître un petit peu les signaux des passages dépressifs qui peuvent arriver. Et là, je m'écoute aussi, je m'écoute un peu plus. Parfois, en fait, j'avais tendance à ne même pas faire attention à ça et à donner mon énergie aux autres plutôt qu'à faire attention à ce qui m'arrivait et à prendre soin de moi. Mais là, en fait, j'arrive à dire stop, j'arrive à demander de l'aide, ce que je ne faisais pas non plus avant. Et j'arrive aussi à essayer de converser avec moi-même parce que je suis autant à l'origine de mes pensées apaisantes comme celles qui me détruisent. Donc, il faut juste balancer suffisamment correctement la conversation qui se passe. Non, avec toi, quoi. Avec moi. Et c'est pour ça que l'aide d'une tierce personne qui me rappelle que parfois, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, que parfois, il faut prendre un petit peu de recul, lever la tête et puis parfois aussi arrêter de se flageller. Ça peut aider. Ça peut aider aussi à se donner plus de force mentale, se construire une petite armure confortable, parce qu'il faut que ça reste confortable, pour pouvoir affronter des moments, des rappels de situations, mais qu'on ne doit pas oublier qu'elles sont passées, qu'elles sont derrière nous, et que je n'ai pas à les ramener dans mon présent maintenant. Est-ce que tu penses qu'on peut se sortir un jour de ces violences justement traumatiques qui nous habitent, qui t'habitent? Je pense que c'est vrai qu'on peut. Je ne voudrais pas me placer en experte. En experte, c'est vrai, parce que je vais avoir une vision optimiste là-dessus. Mais je ne connais pas en fait l'ampleur en fait des fois des traumatismes ou des douleurs pour certaines personnes. Donc dire qu'on peut s'en sortir, sachant pas en fait ce qui crée la douleur, je sais pas trop. Mais ce à quoi je crois, c'est à la force intérieure qu'on peut tous avoir. Je sais que ça peut paraître facile et qu'il est aussi difficile en fait de se dire mais oui on a cette force intérieure mais je n'arrive pas à l'atteindre. Le mot qu'on utilise le plus c'est je n'y arrive pas ou je ne peux pas ou je n'ai pas cette force. Quand initialement je pense qu'on l'a tous et toutes. Maintenant c'est cette discussion, comme la discussion interne. C'est là où le combat il se fait réellement mais je ne sais pas comment indiquer aux personnes qu'il faut que la personne la plus gentille des deux prenne le dessus. Ouais. J'ai reçu pas mal de thérapeutes sur mon podcast et justement on parle beaucoup, moi c'est un sujet que j'aborde pas mal, les traumas, les histoires de résilience comme je te disais en off je crois. Anne Cazobon qui est une thérapeute que je te conseille de regarder son travail. Anne Cazobon, ouais. D'accord. Elle dit que nos traumas sont nos alliés. Elle dit qu'elle a fait de ces traumas ses alliés dans la vie pour son futur. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pareil, je pense que je rejoins son opinion parce que lorsque je regarde où j'en suis arrivée maintenant, je pense que si j'avais pas eu tous ces parcours, tous ces croisements de chemin même, je sais que je parle souvent du fait de ne pas avoir croisé les bonnes personnes. Je suis reconnaissante de tout ça. Je remercie un peu tout le monde. Ça peut paraître même un peu fou, mais je crois que je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de rancune parce que je pense avoir transformé au fur et à mesure des années cette énergie en puissance. En puissance, littéralement. Et c'est ça qui fait que je peux travailler peut-être des semaines entières acharnées sans prendre de jours de repos et me dire qu'en fait, non, je peux le faire. Que c'est pas grave parce que je vis mon rêve à fond et que personne ne peut me stopper. Je me dis, si j'ai réussi à me relever de situations pareilles qui ne m'ont pas tuée, honnêtement, le monde m'appartient. Justement, on va parler de tout ça. C'est une transition pour parler de ta passion, de comment tu en es arrivée là quand même, parce que c'est un magnifique parcours. On va parler donc de ton métier justement pour atteindre cet épanouissement personnel et professionnel qu'on recherche tous, cet équilibre qu'on recherche tous. Tu découvres au Canada la danse et la cuisine, si je me trompe pas.
C'est en vivant au Brésil que j'ai découvert ma vraie passion pour la cuisine. Pour la cuisine, Ouais. d'accord. Et en fait, c'était au Brésil que je suis partie m'installer au Brésil. Je donnais des cours de danse au Brésil. Et c'est là-bas où j'ai décidé de devenir chef. D'accord, mais justement. Mais j'ai aussi envie de parler du Canada, parce que c'est là où t'es partie, je crois. Ouais. C'est la première fois où j'ai vécu à l'étranger. Voilà. Et en fait, justement, c'est marrant parce que avec le recul, ça a été la première fois que j'ai pensé à moi. Je crois que j'avais 19 ou 20 ans et c'est la première fois où j'ai pensé à moi, où j'ai dit en fait stop tout ça, stop toutes ces folies, stop. Non, je peux plus en fait prendre pour tout le monde. J'ai besoin de m'occuper de moi. Alors je vais sortir de cet environnement dans lequel je suis pas bien, donc dans la ville dans laquelle je grandissais. C'est dur justement, j'imagine, cette prise de conscience, je me mets à ta place, de se dire ok, avoir la force de tout quitter et de se dire ok, je pars à l'autre bout du monde pour penser à moi. Comment t'as fait? Comment ça s'est matérialisé pour toi de dire ok, ta mère, à tes frères et sœurs, je pars? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est que j'avais quitté chez ma maman, j'étais partie vivre dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc déjà, il y avait eu ce détachement. C'était pas mon endroit préféré. Et à l'époque, il y avait, qu'il y a toujours ces permis vacances-travail, donc les working holidays, qui permettaient de partir s'installer dans une sélection de pays, d'obtenir un visa de travail et de pouvoir y rester au minimum 1 an, je crois, quelque chose dans le genre. Et mon copain de l'époque avait fait ce visa et donc on avait décidé ensemble de partir. On est parti en décalé, il est parti avant moi et puis je l'ai rejoint quelques mois plus tard. Ça a été une réelle organisation quand même parce que j'avais déjà un petit peu voyagé mais j'étais jamais partie m'installer longtemps quelque part, loin de ma famille, loin de mes proches, même sortir de ma zone de confort de manière générale. Ma famille l'a bien pris, ils se sont demandé pourquoi, mais ils l'ont bien pris. Et puis surtout, le Canada, ça reste tout de même un pays bienveillant, accueillant. On n'en dit que de belles choses. Et c'est vraiment un beau pays. Ouais, je le confirme après l'avoir constaté. Donc, j'ai juste été, en fait, j'ai continué à travailler. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis mon visa en place. Et je suis partie. Et j'ai pas du tout regretté. Ça a été une superbe expérience. Comment tu te sens justement à cette époque, quand tu pars? Je crois que tu étais en dépression avant de partir. Oui, j'étais dans une bonne dépression. Donc, j'arrive au Canada, je me dis, OK. En fait, ce qui est bien, c'est que là, j'ai tout à faire. Personne me connaît. J'ai pas les mêmes bagages en arrivant ici. Et en plus, je suis dans cette dépression, mais j'arrive à me démener pour faire l'une des choses que j'aime le plus, c'est découvrir de nouveaux endroits. Donc là, j'arrive dans un endroit qui est totalement nouveau et tout m'émerveille. Et en fait, ça m'éloigne un petit peu de ce qui peut m'occuper l'esprit. J'ai une sensation de sécurité aussi, énorme. J'habitais à Montréal, donc je trouve que c'est l'une des villes les plus sécures au monde. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la sensation je crois que je me sens bien et je connais pas l'endroit. Mais je me sens bien parce que il y a cette sensation de sécurité qui est une réalité, mais il y a aussi cette sensation je crois qu'ici je vais être bien, on va pas me faire de mal. Les personnes qui ont pu m'atteindre à un moment donné sont loin. Les personnes qui me nuisent encore de manière générale, elles ne sont pas présentes, elles peuvent pas m'atteindre ici. Et ici, en fait, c'est mon espace à moi toute seule. Et c'était essentiel d'avoir un espace. Et donc, c'est là que tu fais beaucoup de danse? Oui. Alors, je continue à beaucoup danser au Canada parce que c'est cool. Il y a une bonne énergie. C'est juste à côté de New York. Ouais. Où on a... c'est le berceau de la danse que je pratique à ce moment-là, qui sont le hip-hop et la house dance. Donc, je suis vraiment contente. En fait, c'est quand même agréable de me dire que je suis partie faire ce que j'aime, sans même m'en rendre compte, sans même m'être mis ça dans la tête. Mais j'ai réussi à allier plein de petites choses. Et en fait, c'est ça où je me rends compte que j'utilise pas les mêmes formes que tout le monde. Mais en fait, de ces manières-là, je m'occupe de moi aussi. Oui, là, je crée des espaces pour moi, je m'occupe de moi et j'arrive à redonner un petit peu de force à petite Gloria qui était pas bien avant. Donc, je suis trop contente. À l'enfant qui est en toi, oui. Tu lui dis ok, ça va là. Ouais, là ça va, même justement je le vois, là je suis bien. Ouais, tu rencontres plein de gens. On rencontre des gens. Finalement c'est quand même l'hiver, le gros hiver. Je suis arrivée au mois de, je crois que je suis arrivée au mois de novembre. Ouais, donc avant la neige quoi. Ouais. En plein dans la neige, en plein dans la neige, juste avant les tempêtes de neige plutôt.
Mais donc, il n'y a pas beaucoup de monde que je peux voir. Mais tout de même, on rencontre des personnes. Il y a cette communauté de la danse. On est parti à Cuba. Bon, bref, fait plein de choses. Parti à New York où j'ai revu du monde, etc. C'était vraiment trop cool. Tu t'autorises à avoir des rêves à cette époque où tu te dis juste je m'occupe de moi et déjà je sors un peu la tête de l'eau? À ce moment-là, je pense que je ne m'autorise pas encore à vraiment avoir des rêves. Mais pourtant, c'est juste avant que je décide de faire l'un de mes métiers préférés. Juste avant de partir vivre en Espagne et de revenir et décider de devenir hôtesse de l'air. Donc à ce moment-là, je pense pas encore à ce projet d'hôtesse de l'air, mais je sais que j'ai pour volonté de faire un métier dans lequel je me sens bien. Okay. À ce moment-là, en fait, je crois que je me rends compte que de ma vie, j'aimerais faire que des choses qui me passionnent. De ma vie, j'aimerais pouvoir même vivre de ma passion. En fait, en plus, je suis jeune parce qu'à ce moment-là, je venais de faire sortir de mon BTS et tout le monde va travailler ou cherche des entreprises, fait des choses de ce genre-là. Puis moi, en fait, comme j'ai commencé à bosser depuis un moment, j'avais déjà l'habitude, en fait, tout simplement de travailler pour mettre des sous-côtés ou m'organiser, en fait, pour me gérer financièrement. Donc, au lieu d'aller chercher une entreprise, j'ai voyagé. Et tu as été hôtesse de l'air combien de temps? 3 ans. 3 ans. C'était génial. C'était génial, ouais. Oui. T'as voyagé partout dans le monde. J'ai voyagé, j'ai rencontré des personnes superbes. Je me suis épanouie un temps. J'étais contente, en fait, pareil, parce que c'est des métiers sélectifs, c'est des métiers un peu qui font rêver aussi, pas forcément accessibles à tout le monde, parce qu'en plus, il y a des conditions. Donc, j'étais contente, en fait, d'avoir réussi ce petit challenge. Et en plus de m'y retrouver bien. Et puis, ça a duré un temps, jusqu'à ce que je me rende compte que peut-être que c'est vrai que c'est un métier de passion également, et que mon niveau de passion n'était peut-être pas à la hauteur des engagements qu'ils pouvaient me demander. Donc au bout de 3 ans, je me suis un peu lassée. Pas des voyages, mais plutôt de la routine de l'avion, des équipages, des mêmes discussions, des mêmes situations avec les passagers ou le cockpit. Et à Atlanta, tu découvres la cuisine afro-végane. Oui. Comment tu découvres et qu'est-ce qui te touche tant dans cet art? Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà, j'ai fait ce voyage à Atlanta après avoir vécu au Brésil. Et donc, au Brésil, j'ai pris ces claques autour de la cuisine afro-brésilienne, qui était déjà si proche, en fait, de ce que je connaissais via ma culture. C'était vraiment, en fait, agréable d'arriver dans un autre pays, une fois de plus, duquel je connaissais très peu de choses, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, et de savoir que je pouvais presque manger comme à la maison. C'était incroyable. Et après, voilà, de me retrouver dans cette atmosphère, comprendre en fait ce qui a amené la richesse en fait de la culture, de la cuisine afro-brésilienne, ça m'a vraiment séduit. J'ai pas été conquise, j'ai été une bonne cliente, j'ai acheté, c'était bon. Et ensuite, après, donc en vivant au Brésil, c'est là où j'ai décidé de devenir chef et de devenir chef afro-végane parce que j'ai décidé aussi d'arrêter la viande. Et vraiment, c'était pas du tout prévu que je fasse ce voyage à Atlanta, c'était même un petit peu random. Quelques mois après mon retour en France, je me retrouve à voyager à Atlanta et là, je prends une claque monumentale quand l'afro-vegan, ce à quoi je songeais, en fait, existait vraiment, avait une forme, avait sa clientèle, avait sa communauté et avait son public. Là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça. Et en fait, je crois que le fait d'avoir vu que c'était si peu connu et conventionnel, mais si, consistant et juste, des personnes en fait les différentes personnes que j'ai pu rencontrer à Atlanta, que ce soit des cuisiniers, tout simplement des commerçants, des thérapeutes, tous ces petits activistes en fait des communautés afro-véganes qui étaient déjà en place et qui étaient déjà si investis, m'ont simplement en fait confirmé qu'il y avait quelque chose à faire. Je suis pas américaine, je ne fais pas partie des communautés noires américaines, afro-américaines, qui ont certainement, c'est leur vécu et leur passé et leur histoire qui a donné création à ce mouvement. Mais pourtant, je me suis sentie très très proche et je me suis dit que c'était dans ça que je voulais évoluer. Alors, après avoir pris une claque aller-retour, je suis rentrée, je me suis assise un instant et j'ai dit d'accord, c'est ça que je vais faire. J'ai appelé mon meilleur ami, je lui en ai parlé. Il m'a dit d'accord, viens en Angleterre. Et je suis partie en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, le véganisme a une place à 20 ans d'avance. Et
Il m'a dit, en gros, que dans ce que je souhaitais faire, en étant en Angleterre, je serais beaucoup plus à l'aise. Et puis aussi, lui, il vivait là-bas depuis déjà 1 an ou 2. Donc, il voyait déjà aussi le dynamisme de la ville. C'était à Londres, exactement. Il connaissait le dynamisme, en fait, de cette ville où, où il peut y avoir beaucoup de concurrence et de compétition saine. C'est-à-dire qu'on peut être dans des situations très challenging, mais il y a de la place pour tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette mentalité. C'est une mentalité de gens qui font. C'est une mentalité des gens qui vont chercher, qui se débrouillent. Pour moi, en fait, c'était l'entrepreneuriat pour Gloria, de la manière dont je voulais le vivre. C'était ça. Donc, il m'a donné le meilleur conseil du monde, à mes yeux, de ma vie. Et ça a été, je l'oublierai jamais. J'en parlerai dans toutes les interviews, j'en parlerai dans tous les podcasts. Tout simplement parce que c'est l'histoire, mais aussi parce que je pense qu'il faut mettre l'accent, surtout dans la vie que j'ai eue, sur les personnes bienveillantes que j'ai eues dans ma vie et qui m'ont aimé de manière inconditionnelle jusqu'à me mettre des trésors en fait dans mes mains. Et Cédric, ça a été cette personne. Et quand tu dis que tu décides de devenir afro-végane, tu en parles du coup à Cédric, ton meilleur ami. Concrètement, moi j'aimerais bien décider demain d'être, tu vois, et que ça marche. Quelles ont été un peu les étapes que tu as mises en place pour te faire connaître, pour devenir un peu référente dans ton art, les rencontres? Honnêtement, ça a commencé par déjà, moi, me mettre dans ce statut de je vais devenir chef afro-vegan. Donc, j'ai tapé sur Google comment réaliser ses rêves, comment devenir entrepreneur. Et en fait, j'ai cherché la clé en fait de tout ça, c'est quand même l'investissement personnel, la recherche personnelle. Donc, en partant en Angleterre, ce qui était bien, c'est que je me suis retrouvée comme dans une sorte de petite bulle. Déjà, j'étais dans une colocation, on était un peu moins d'une dizaine de personnes, tout le monde était vegan. Donc pour moi qui souhaite devenir chef, ça a été un cadeau du ciel, tout simplement, parce que j'avais 10 cobayes sur lesquels je pouvais tester tous les jours, matin, midi, soir. Donc ça a été la première. Donc il y a eu de la pratique dans la recherche des recettes, dans l'apprentissage des techniques aussi. Et ensuite, il y a eu des tests concluants réels. Et aussi, il y a eu du confort, en fait, qui s'est créé du fait de réaliser que j'arrive à faire ça, j'arrive à avoir des retours, et j'arrive à avoir des gens qui me disent des choses concrètes, des critiques construites sur ce que je suis en train d'entreprendre, que j'ai jamais fait d'école. Je me suis levée un matin en disant je vais devenir chef et que voilà, l'entrepreneuriat, ce sera ma vie. Donc ça a été assez fou. Et j'ai passé quasiment 1 an en fait à faire ça, à pratiquer. Sur le terrain, à pratiquer. Exactement. Toujours avec la bienveillance de mon meilleur ami avec qui on décide de construire ensemble notre petite entreprise. Donc, hello, bonsoir. Et on décide ensemble de proposer nos services à des bars dans l'est de Londres. On profite de l'occasion du carnaval de Notting Hill, qui est le carnaval caribéen. Et on se dit que ça matcherait parfaitement avec ce qu'on veut proposer, une proposition afro-vegan. Et ça a été le cas. Avec ça, en parallèle, on utilise Instagram, comme tout le monde, qui à ce moment-là, c'était il y a 7 ans en arrière, il n'y avait pas les mêmes fonctions. Il n'y avait pas la même... Les stories n'existaient pas. Les hashtags, les collaborations et toutes ces choses-là, ça avait une autre forme. Mais c'est quand même très bien pour nous parce qu'on a quand même une page, une plateforme sur laquelle on peut partager ce qu'on fait. On est content. Et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an jusqu'à ce que je me retrouve à travailler pour des traiteurs. Et je pense que ce qui a validé la place de chef, c'est lorsque j'ai travaillé pour... Robert Pattinson. Oui. C'était quand même l'un des... C'était fou, en fait. En plus, c'était la période, je pense, où il faisait Twilight, où c'était une méga c'était star. C'était pas longtemps quoi. après, bien sûr, c'était une énorme star. Et F.K. Twig, sa compagne de l'époque aussi, qui est une artiste anglaise, qui a une reconnaissance internationale maintenant, pareil. Les deux étaient dans des belles situations. Et j'étais ravie, en fait, d'avoir été chef pour eux, croiser leur cuisine et d'avoir eu ce rapport qui est si intime, en fait, avec des personnes comme... Et aussi, en fait, je pense que c'est pas simplement le fait d'avoir travaillé pour des célébrités. J'ai travaillé avec des êtres humains qui étaient vraiment très, très, très sympas, en fait. Et ça a fait de cette expérience une très bonne expérience. J'aurais pu tomber sur des gens horribles et que ça se soit pas... que ça ne laisse pas, en fait, cette
impact de la première expérience qui a été géniale, mémorable. Je n'oublierai jamais. Ça aurait pu être catastrophique, mais je suis tombée sur des humains géniaux. Donc, Et on t'a fait confiance malgré le manque de formation, enfin pas le manque de formation officielle, le manque d'école. On m'a fait confiance et c'est ça l'Angleterre en fait, c'est ça l'atout de l'Angleterre, c'est-à-dire que on va on va plus valider l'expérience factuelle plutôt que des lignes sur un papier. J'ai plein de compétences. Si je devais écrire un CV, je pense que j'aurais 3 pages à écrire. Mais si je devais écrire un CV basé sur mes expériences, je peux écrire un livre là, à ce moment-là. Et je pense que c'est là où justement des sociétés anglo-saxonnes, elles ont compris quelque chose, c'est le concret en fait, c'est ce qu'on peut palper. Donc j'ai eu la chance en fait de tomber sur des chefs et des traiteurs qui se sont dit ah, la petite elle a du potentiel. Et pas de se dire ah, la petite elle a des potentiels, mais elle n'est pas passée par du casse et du croc et je ne sais qui. Et au final, ça a été le meilleur passage. C'est pour ça que l'Angleterre, c'est qui dans ce parcours. Parce qu'il y a le fait, en fait, d'avoir connu des cultures aussi qui décident de procéder différemment lorsqu'il s'agit du monde de travail, compétences, expérience. Le gaz de la bouteille d'eau. Compétences, expérience et parcours professionnel. Ouais, mais de toute façon, franchement, enfin, à chaque fois que je parle à des gens comme ça, je me rends compte à quel point la France, on est, mais encore avec nos diplômes, nos machins, nos écoles, et qu'il y a tellement de pays qui sont émancipés de ça et qui font confiance à l'expérience, en fait. Non, mais c'est vrai, en France, c'est pas du tout. Il faut accepter que la France est un pays de standards et de traditions. Ouais. Et après, faut trouver sa place dedans. Non, c'est ça, exactement. Non, mais on te fait plus confiance, tu vois, quand t'es... Non, mais même moi, je parle de moi, tu vois. Je pense parfois, tu sais, t'as pas fait d'école de journaliste, donc machin, donc tu vois. Alors qu'en fait, je fais des interviews toute la journée depuis 3 ans, tu vois. Bah, c'est ça. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce même truc, tu vois, qu'on retrouve en France quand tu veux un peu te faire un trou et. Je pense que la France, elle a tous ses intérêts, en fait, à se faire passer pour ça. Parce que je pense qu'on en parle comme ça, mais c'est pas que ça. La réalité, c'est qu'on arrive à évoluer, mais elle a tout intérêt à garder cet aspect de comment dire, de tradition et de hiérarchie, de procédure. Ouais. Tu dis dans une interview, les gens me donnent de la force, ils croient en moi, de devenir chef sans école, sans formation, sans rien du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu dans toutes tes étapes, un peu les galères et les victoires qui se sont produites? Donc la victoire, c'est d'arriver à cuisiner pour Robert Pattinson. Est-ce que tu as eu des galères, des moments où tu as remis un peu en question les choses et tu t'es dit je vais pas y arriver Bien sûr, je pense que de toute façon ça fait partie aussi des aléas de l'entrepreneuriat. On va être accompagné, parfois on va perdre des amis, il y a des expériences qui vont s'avérer être des échecs, mais desquels on va tirer les meilleurs apprentissages aussi. Donc tout ça, je l'ai vécu. Après Robert Pattinson, je suis venue en France où j'ai travaillé au restaurant La Mano pendant un temps jusqu'à ce qu'il ferme. Donc à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi. Il a fallu rebondir. J'ai travaillé pour cet endroit. Je ne vais pas les citer parce que ça leur ferait une trop belle pub. Et honnêtement, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Mais je suis tombée sur des patrons de restaurants qui, malheureusement, avec la belle volonté de vouloir faire des choses, mais avec quand même les mauvaises intentions. Donc ça a donné des résultats un peu chaotiques où j'ai dû même me retrouver, j'ai même dû impliquer la justice. Donc non, je suis passée par plein d'aléas. Toutes ces pays, c'est vrai qu'il y a eu la force, il y a la force et il n'y a que ça à retenir, mais aussi toutes les personnes qui m'ont dit mais pourquoi l'afro-vegan? Pourquoi est-ce que tu te lances dans ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu vas faire de la nourriture sans viande? Il y a eu beaucoup de réfractaires, mais ce que j'adore, c'est que ces mêmes réfractaires aujourd'hui, et c'est vraiment sans mentir, aujourd'hui, sont des personnes qui m'envoient des messages en me disant j'ai arrêté la viande, maintenant j'essaie de faire attention. Est-ce que tu aurais des petites recettes ou des choses comme ça ou qui sont capables de me dire waouh, félicitations pour ton parcours, je n'aurais jamais cru que tu y arriverais là. Bien écoute, tu as été le seul à pas y croire. Ouais, et d'ailleurs tu dis être face à une femme noire et chef, parfois ça en saoule certains. Ouais. Bah oui, parfois ça les agace un peu parce que c'est pas les habitudes qu'ils ont en fait. C'est juste une question d'habitude. Je pense pas que ce soit foncièrement le fait de ah mon Dieu, pourquoi une femme noire dans ce rôle, c'est pas ça, c'est plus le fait de ah, elle est là.
Bah oui. Hmm. Et puis, je compte bien en amener plein d'autres avec moi. Ouais. Aujourd'hui, donc tu étais un phénix grâce à ta cuisine, tu renais complètement de tes cendres, tu es brillante dans ton art, tu obtiens la reconnaissance du public. Est-ce qu'on peut dire que tu tires cette force de ton passé? Oui, je dirais que c'est essentiellement là d'où vient la force aussi de tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Mais surtout, je pense que j'ai eu le meilleur exemple aussi, ma maman. Le vrai phénix, c'est elle. C'est elle la plus forte, vraiment. Parce que elle a vraiment... C'est elle qui a traversé... Elle a aussi beaucoup... Pardon, elle a aussi traversé beaucoup de choses. Elle a été amenée à prendre des décisions, à devoir gérer des situations, gérer des personnes. Et elle m'a montré en fait tout ça. Moi, je l'observais avec des grands yeux, peu de mots, mais beaucoup d'observations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout est possible en fait. Et je l'ai vu faire en gérant une famille, étant maman seule. Et quand je dis gérer une famille, c'est pas que ses enfants. Je gérais littéralement tout le monde, même Les parfois à travers des cousins, continents. Oui, exactement. Et, euh, et elle, c'est elle la Queen Phoenix. Ouais. Moi, je suis Baby Phoenix. ouais. Elle a dû gérer quoi en fait? Enfin, qu'est-ce qui... Tout simplement le fait d'avoir une grande famille et Ouais. d'être elle-même, ce que j'expliquais un peu plus tôt, la première fille de mon grand-père. Donc, ce qui fait qu'elle a cette place un peu de responsabilité hiérarchique dans la famille. Et ce qui fait qu'après les parents, elle est en charge en fait de ses frères et sœurs, un peu comme moi. Et c'est ce qu'elle m'a inculqué aussi. Donc, elle a eu littéralement à gérer beaucoup de monde, parce que mon grand-père était polygame, qu'il a eu... Ma maman a plus de 21 frères et sœurs, donc il y a eu du monde à gérer. Ouais. Beaucoup de monde à gérer. Aujourd'hui, elle est fière de toi? Aujourd'hui, je pense qu'elle est fière de moi, oui. Elle sait tout ce qu'on vit, surtout en sachant tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui lui est arrivé. Elle est contente. De moi, mais pas que de moi, mes frères et sœurs aussi. On est tous sains et saufs et en bonne santé. Mhm. Quel est ton secret si tu devais, pour ceux qui nous écoutent, à qui il est arrivé des choses pas forcément très drôles, qui ont dû faire preuve de résilience maintenant et par le passé, composer parfois avec des drames, quels seraient tes conseils, toi, aujourd'hui, ton secret pour s'épanouir personnellement, professionnellement, pour trouver la force de se battre aussi parce que, voilà, là, ça semble assez naturel quand tu le dis, la cuisine t'a aidé, voilà, des thérapies, mais je sais pas, est-ce que tu as d'autres moyens aussi Je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. Je pense que la conversation avec soi-même, faut pas l'éviter, il faut apprendre à s'aimer. C'est déjà une des premières choses. Ensuite, apprendre à s'aimer, c'est aussi utiliser différentes formes en fait pour se faire du bien et se donner de l'amour. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la danse toute la vie, depuis petite. Et ça aussi, c'est une thérapie pour moi. Alors, c'est vrai que je danse beaucoup moins qu'avant. Avant, ça occupait une place principale. Maintenant, c'est la cuisine qui a pris cette place-là. Mais de savoir que ça a toujours été l'un de mes moyens d'expression, la danse. Même au moment où je parlais pas, c'était à travers ça que je pouvais exprimer beaucoup de choses. Donc, je dirais que garder en fait quelque chose qui vous apporte de la joie de vivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit chanter, mais même chanter sous la douche, que ce soit courir, faire du sport, je sais pas moi, collectionner des timbres. Mais en fait, garder un espace pour vous, toujours. Ensuite, l'entourage, ça reste important. Ne pas... La vie fera un tri sélectif naturel, mais je pense ne pas hésiter en fait à trier aussi parmi les gens qui vous entourent, ceux qui seront là pour le long terme et ceux qui seront là pour un passage. C'est pas qu'il y en a qui sont bien ou moins bien que d'autres, c'est simplement qu'il y a des différences en fait dans ces relations et dans ces énergies et parfois l'accepter et donner de la valeur en fait à ceux qui restent près de vous parce que c'est auprès d'eux que vous pourrez puiser dans les moments les plus compliqués. Donc continuer à bien s'entourer. Parfois, et je dis pas qu'il faut aller chercher une meilleure amie dans les endroits compliqués, parfois sa grand-mère ça peut être sa meilleure amie. Les gens qui sont là en fait. En fait, les gens qui sont là tout simplement. L'un des derniers conseils que je donnerais, c'est dans cet espace qu'on serait pour soi-même, se créer ces petits rituels, que ce soit de se parler, de méditer, d'avoir un moment donné où on se regarde dans le miroir, on se dit ouais, tu peux le faire. D'avoir ce petit cahier dans lequel on va écrire toutes nos pensées. Ça peut être à la fois un cahier
de goals ou un journal intime dans lequel on s'écrit « j'aimerais faire ça », le garder près de soi et simplement, en fait, le consulter de temps en temps et de voir, en fait, ça fait du bien de voir combien on a avancé. Ça fait du bien, en fait, de lister ces petites choses et de les voir se réaliser. C'est clair. Et ça, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait vraiment partie des petites choses qui peuvent nous aider. En fait, simplement d'écrire « tu peux le faire » et de le consulter tous les jours. Je vous assure qu'un jour, ça va rentrer dans la tête. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez le faire. Donc, voilà, je conseillerais juste de se faire du bien, de créer ce safe space, de regarder son nombril et d'apprendre à vivre avec. Non, tout à fait. Et ça me fait penser, moi, j'ai reçu Pedro Correa sur mon podcast. Oui. Je ne sais pas si tu connais Pedro Correa. De nom. Il s'est vraiment reconverti, voilà. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a créé des carnets de rêves. Et en fait, pour ses enfants aussi, il conseille vraiment, moi, je pense que je vais faire avec ma fille, dès le plus jeune âge. Tu vois, dès qu'un enfant, il a 5-6 ans, il écrit ses rêves, en fait. Et ça permet aussi aux parents de suivre les rêves de l'enfant, parce que parfois, les parents, bah non, tu feras une école ou tu feras... Enfin, tu vois, ils perdent cette capacité à rêver qu'ont les enfants. Et pourtant, il y a tellement de choses qui viennent de l'enfance. Enfin, ce qu'on veut faire enfant, ça reste parfois toute ta vie. Stimuler en fait, cet espace dès le plus jeune âge, en fait, et ça viendra naturellement. Exactement. Bonne idée. Ouais, exactement. On va finir par des petites questions rapides que je termine toujours mes interviews par cela. Justement, on parlait de rituels. Quels sont tes rituels, tes routines? Donc bon, tu as peut-être déjà répondu avec l'écriture, pour rester bien physiquement, mentalement, au quotidien. Honnêtement, tous les jours, je fais du sport. Tous les jours, je me lève, j'ai fait du sport, je prends un temps pour... Alors, si c'est pas la méditation à proprement dit, je vais faire une sorte de méditation guidée où je vais me préparer pour la journée, essayer d'envoyer de la gratitude et de la reconnaissance et en fait de manifester en fait ce que j'aimerais voir arriver. Ensuite, je vais faire du sport. J'essaie de manger correctement tous les jours. J'essaie aussi d'apprendre aussi à éviter de saturer, donc savoir stopper, savoir ralentir à des moments. Et j'essaye aussi de garder le maximum de toxicité hors de ma vie. Ouais. Donc par tous les moyens possibles. Ouais. Je brûle de la sauge, du palo santo et tout ce qu'il faut. Moi aussi, je tes citations préférées? Je mange donc je suis. Ouais, exactement. Oui, tout simplement. C'est clair. Tes livres préférés? C'est un peu... Je trouve que les livres préférés, cette question-là, elle est aussi compliquée que ton plat préféré pour moi, parce qu'en fait, la plupart des livres que je lis, je les aime bien. Ouais. Ils me font tous du bien. Mais l'un des derniers qui m'a marqué, c'est une conversation avec Paulo Coelho, où c'est pas un livre de lui, mais c'est une interview sur sa vie. Génial. Trop bien. Je vais l'acheter. L'un des meilleurs bouquins. Parce que j'adore le mec et je ne savais pas qu'il y avait ce livre-là. C'est comme consulter un dictionnaire du bien-être. Un peu. Consulter un dictionnaire du bien-être, c'est-à-dire qu'il partage. Et justement, Paulo Coelho, c'est vraiment aussi un exemple de résilience. Il est passé par les pires passages de sa vie, que ce soit les drogues, les sectes, la violence, beaucoup de traumas. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'une des figures de la motivation personnelle. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Et pourtant, j'ai été un peu réfractaire à vouloir lire tous ces livres parce qu'il y avait un peu le mouvement de fame un peu dessus. Donc, je me suis dit, est-ce que l'essence est si pure? Oui. Déjà petit 1, oui. Mais en plus, en fait, de connaître sa vie et du coup, ce qui l'a amené à rédiger ses œuvres, encore plus, oui. Donc, c'est un big yes. Ok, top. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur en tant que vierge ascendant Lion, c'est l'échec. Donc, je suis obligée de l'embrasser. Ouais, et justement, tu m'as parlé tout à l'heure un peu d'échec, mais est-ce qu'il y aura un échec qui t'a marqué, une leçon dont tu as tiré de cet échec? Tous les moments compliqués, oui. Et tous en sortir avec des leçons. Je pense apprendre constamment sur moi-même, avec ou sans ces échecs. Mais un qui m'aurait marqué en particulier, non, j'en ai pas un qui m'ait marqué en particulier. Ma vie, de manière générale, c'est pas du tout un échec. C'est une succession
de situations anodines dont j'ai décidé de transformer et d'en créer la meilleure vie que je pouvais avoir. Et ma dernière question, ta définition du risque, c'est quoi pour toi le risque ? Et quels sont pour toi les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Les risques à prendre pour être épanoui personnellement, professionnellement. Je pense qu'il faut il faut faire la différence entre risque et peur, parce que comme ça, j'ai envie de dire, le risque, c'est la porte. C'est la porte à prendre, pardon. Mais avec la bienveillance, je veux dire, prendre le risque d'aller cambrioler une banque, ce qui va se terminer, c'est que vous allez en prison. Oui. Et prendre le risque de changer de carrière pour vivre de ses rêves, ce qui peut arriver, c'est que vous soyez épanoui. Donc, prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup, Gloria. Merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.